s'intéresser par ton cheminement. Depuis quand finalement ce désir de soigner l'autre? Ça t'est venu comme ça, tout petit? Ou Oui, bien- c'est venu relativement vite, puisque déjà à l'âge de 10 ans, je savais que je serais médecin. J'ai aucune idée Ah, tu joues pourquoi, au docteur. mais je savais que je serais médecin. Mais l'histoire de la psychiatrie est beaucoup plus loin. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, on ne parlait pas de psychiatrie parce que c'était très mal vu dans le cadre des amphithéâtres, hein. On disait, je fais la neurologie. La psychiatrie à l'époque, c'était réduit à l'adulte et réduit à 5 grandes maladies. Point. On parlait en tout cas pas du tout de santé mentale. On a commencé à parler de santé mentale vers 1965, où se sont créées, en Belgique en tout cas, les premières équipes. Et puis, donc, équipe reconnue en 1975. Et puis, c'est dans ce sillage de l'ambulatoire qu'est née la psychiatrie de l'enfant. En Belgique, on peut dire allez, que la psychiatrie de l'enfant est née en 1973 à peu près, donc moment où probablement tu y as été sensibilisé comme kiné, où on créait les premiers vrais services ambulatoires. La plupart du temps, ils étaient chapeautés par les provinces d'ailleurs. Et c'est comme ça que des kinés, des logos, des ergots, des psychologues, des assistantes sociales, enfin toutes sortes de personnes sont venues appeler pour essayer d'ouvrir un peu la psychiatrie à autre chose qu'à 5 grandes maladies et l'ouvrir à la question du sujet et de la santé mentale, effectivement. C'est vrai que le sujet est quand même quelque chose qu'on va reprendre tout à l'heure, parce que c'est un des thèmes essentiels, hein. Il y a quelques mots comme ça, un peu porteurs de ta carrière, et en tout cas de notre gourou du Tournaisie, notre gourou passionné. Dis alors, Tournai, toi qui es bruxellois, qu'est-ce que tu viens faire dans cette ville aux trous, plein de trous partout, et un pont des trous qui n'a plus de trous? Enfin, on ne sait plus très bien comment il va ce pont des trous. Hein? Il faut le faire à Tournai quand même. C'est un petit peu comme tu dis, hein, je crois que l'humain est plein de trous aujourd'hui. Et donc, en ce sens-là, je suis d'accord avec cette métaphore-là. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire à Tournai? On n'apprenait pas la psychiatrie de l'enfant en Belgique dans les années 60 et 70. Donc, on devait partir à l'étranger, soit aller, bien sûr, aux États-Unis ou au Canada, où la psychiatrie est très conçue comme un travail de groupe, et donc très différent de ce que nous, on peut créer ici en Europe, de l'Ouest en tout cas. Et donc c'est quand j'étais en Suisse, à Lausanne exactement, où on travaillait ces questions de la psychiatrie de l'enfant, qu'on m'a, une vague connaissance, m'a envoyé un petit mot en disant on fait une équipe à Tournai, est-ce que vous seriez d'accord d'y venir? Je crois qu'ils m'ont écrit tous les 15 jours à Lausanne, jusqu'à ce que je prenne en bon bruxellois une carte de Belgique pour dire donc il y a autre chose que Bruxelles en Belgique, évidemment. Et là, j'ai découvert Tournai, en pays francophone, ce qui m'arrangeait pas trop mal. Puis on s'est dit, on a rompu avec tout le monde en quittant Bruxelles. Allez, va, on jette notre gant et on vient à Tournai. Et c'est donc en arrivant à Tournai que le patron chez qui j'étais, qui était le docteur Michel Dupont, qui est devenu inspecteur plus tard, m'a voilà, proposé qu'on s'intéresse à la psychanalyse, qu'on s'intéresse aux enfants. Et j'ai travaillé un petit peu dans un service provincial, comme la plupart, ce qu'on appelait les centres de guidance à l'époque. Oui. La plupart étaient provinciaux, mais très vite on a compris que le jeu politique était beaucoup trop important, que les collègues changeaient au fur et à mesure des alliances politiques, et donc on a décidé, en 1973, d'ouvrir un centre libéré de toute contrainte, donc un des quelques centres belges encore, qui est tout à fait indépendant. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours. Il en a aussi créé avant un centre de réadaptation fonctionnelle, comme on l'appelait, donc qui s'est... Comme on l'appelle CRA maintenant, hein? Oui, qu'on appelle CRA, CRA, centre en ambulatoire. De réadaptation ambulatoire. Ça ne veut plus rien dire, mais c'est bien une signature de l'époque dans laquelle on se trouve, qui essaye de...
d'uniformiser un petit peu tout. Et donc, un centre de réadaptation fonctionnelle, lui, il s'adresse essentiellement à, on va dire, à deux catégories d'enfants, qui sont les personnes avec des handicaps d'une part, et des personnes en difficulté d'apprentissage scolaire. Donc c'est là où ces deux centres se démarquent, je dirais, du centre de guidance, donc du service de santé mentale, qui est, lui, ouvert absolument à n'importe qui. Donc, les centres de réadaptation fonctionnelle ont été institués, comment je dirais, créés quand même pour aider les écoles d'enseignement spécialisé. C'était le tout début, hein, où on a créé ces écoles-là. On a séparé un peu les enfants en difficulté. Donc on est dans les années 60-70. Ah oui, on ne parle on est pas loin. beaucoup des enfants dans tout le domaine de la psychiatrie. Et donc effectivement, en 1964, est né le premier décret sur l'enseignement spécialisé. Des enseignants pas du tout formés aux différents handicaps ou maladies des enfants. Et donc, ces écoles ont engagé des kinés, des logos, des psychos, etc., pour essayer d'épauler les professeurs dans la tâche qui était la leur. Et c'est en 1970 qu'un décret est sorti permettant à ces personnes engagées dans le cadre de l'enseignement spécialisé de constituer une réelle équipe de travail dissociée en réalité de l'école et fonctionnement comme une entité thérapeutique à part entière. Il ne faut pas à nouveau oublier que tout ça, ça a l'air très facile à dire comme ça, mais ce sont de réelles révolutions hein, dans le champ de la médecine. Pour la médecine, la santé mentale, ça reste quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu mystérieux, et pas très bien vu, même je crois encore un peu aujourd'hui. Hein. Enfin, il n'empêche que beaucoup de, comment je dirais, d'activités paramédicales s'installent de plus en plus aussi. Il y a, Oui, je crois que c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment initié et que sont nées plein d'équipes qui se sont adjoints des thérapeutes de champs différents pour se compléter les uns les autres. À l'époque, oui, donc à l'époque, on parlait d'équipes pluridisciplinaires, comme en médecine, évidemment, on vient de la médecine. Hein, donc il y avait les kinés travaillaient pour eux à côté, travaillaient les logopèdes à côté, travaillaient les assistants sociaux, etc. Chacun ayant son petit couloir, hein, comme en médecine, l'ophtalmologue, le gynécologue. Et on a vite compris que c'était pas un modèle de travail qui convenait à la santé mentale. Et donc, ça a été inventé par Piaget, un terme nouveau comme ça, qui est la transdisciplinarité, à côté de la pluri. Donc, il ne s'agit pas d'additionner toute une série d'interventions, il s'agit que toutes ces interventions puissent se parler dans un endroit unique où chacun puisse s'inspirer du travail de l'autre pour développer le sien. Il ne faut pas oublier que le langage, par exemple, c'est une histoire profondément corporelle. Hein. Aucun bébé, aucun enfant n'a appris à parler. Il a parlé uniquement parce qu'il est sur le sein de sa mère et qu'il entend le corps de la mère vibrer. Et c'est ce corps à corps qui permet à l'enfant de développer la parole, donc des petits morceaux de mots ou des mots-phrases, et puis de construire des phrases, et puis de donner à ces phrases du sens. Et à ce moment-là, on ne parle plus de parole, on parle de langage. Ça, c'est ce qui spécifie l'humain, je dirais. Hein. Et donc le langage, c'est bien une question de corps. C'est l'enfant qui met la vibration du corps en parallèle avec le visage de sa maman qu'il voit, avec les tympans qui sont sollicités par la puissance de la voix, et puis toute la linguistique qui vient au secours de tout ça, puisqu'un mot qui fâche, il sera beaucoup plus dur dans sa prononciation lexicale qu'un mot tout doux comme l'amour, hein, c'est tout rond, et tout ça va entraîner un type de rapport différent
qui permet à l'enfant d'associer un mot à un comportement, à un geste, à une idée. Et voilà, c'est comme ça, petit à petit, que se construit la parole. Le langage ensuite. Langage, oui. Le langage, allez, pour prendre une image qui est assez simple, la parole, c'est le verre. Voilà. Dans un verre, on met tout ce qu'on veut. Alors, ce qui compte, c'est pas nécessairement le verre, c'est plutôt ce qu'on met dedans. Et ce qu'on met dedans, ce à quoi il sert, ce verre, ça, c'est le langage. Alors évidemment, sans le support, que deviennent les mots? Rien. Voilà. Mais sans ce qu'il y a dedans, le mot, il est inutile aussi. Et c'est un gros problème de civilisation qui se pose autour de ça aujourd'hui. 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 Enfin, aujourd'hui. Depuis déjà un bout de temps. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que j'ai envie de revenir avec le corps. Le corps qui est quand même la base de tout. Et ce qui était intéressant dans les formations que l'on faisait, c'est que on parlait de psychanalyse quand même, hein, c'était le début dans les années 70, et aussi je trouve qu'intervenait le corps, mais dans la pensée. Et nous, on a mis un peu en pratique ce corps avec tous ces enfants qui n'avaient pas les mots pour le dire, pour dire les mots finalement. Hein. Mais ici, comment vis-tu un peu cette évolution de cette psychiatrie infantile, la domination des pathologies? Auparavant, tout le monde était débile dans les années 70. Puis après, il y avait d'autres termes. Et puis petit à petit, il y a des cases, de plus en plus de cases. DSM1, DSM2, enfin, bon, je sais bien que c'était DSM4, maintenant je pense qu'on est au DSM5. Voilà, donc le sujet, c'est vrai que c'est difficile, j'imagine pour toi, qui donne beaucoup d'importance au sujet en tant que tel, et puis qu'il faut le classifier dans des cases. Oui, donc c'est, je dirais, encore un autre bond qu'a initié la psychiatrie de l'enfant, c'est que la médecine se centre sur un symptôme qui est avancé par ce qu'on appelle les patients. Voilà. Alors, la psychiatrie de l'enfant s'est un peu décalée du symptôme pour écouter le symptôme comme un essai de réponse à un inconfort de cet enfant. Donc, par exemple, s'il fait pipi au lit, est-ce que ça n'exprime pas quelque chose de ce sujet-là qui nous présente ce symptôme pour nous dire que quelque chose ne va pas? Et donc, en psychiatrie de l'enfant, on ne va pas attaquer ce symptôme, essayer de le réduire à tout prix, puisqu'on sait que si on fait ça, pouf, on va recréer un autre symptôme, puis on va réattaquer ce symptôme qui va disparaître et hop, ça va en recréer un autre. Donc là, la démarche strictement médicale en psychiatrie de l'enfant n'est pas intéressante. Et donc c'est là, comme tu le dis, que on va parler du traitement du sujet. Moi, c'est un peu grandiose de dire ça comme ça, mais on va plutôt s'adresser au singulier de la personne pour qu'il parle ce symptôme et qu'il puisse, je dirais presque, s'en débarrasser de lui-même, parce qu'on va essayer de trouver ses ressources pour ça, les ressources familiales. Hein. Quand on parle du sujet, le sujet, c'est quelque chose de très difficilement définissable. Le sujet, il parle de déterminants, hein, on parle bien de déterminisme, on est avec un corps, voilà, et ce corps, on ne l'a pas choisi, on est avec un capital génétique, qu'on n'a pas choisi non plus, on est dans un environnement social, avec sa race, sa culture, ses manières de faire, on ne l'a pas choisi non plus, et puis on est, dès le départ, hein, avec un pré-fonctionnement psychique, puisque déjà les gynécologues disent « vous avez un petit nerveux, votre bébé c'est une grosse tête », enfin déjà, il y a toutes sortes de choses qui s'expriment à la maman qui attend son bébé déjà bien avant la naissance. Donc ce bébé est déjà qualifié
avant même de naître. Alors c'est de la rencontre de ces 4 déterminants que va naître le sujet. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa génétique, avec son corps, plus ou moins abîmé, avec son milieu, plus ou moins en difficulté, avec sa manière de penser les choses. Et donc, au fil de temps, va se construire ce sujet sur base de ces déterminants. Et nous, c'est à ce sujet-là qu'on va s'intéresser, comme la psychanalyse, encore que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, hein, de mettre sujet et psychanalyse ensemble. Quelqu'un comme Léon Cassirs, hein, un de mes maîtres évidemment, était bien d'accord avec moi pour dire que la psychanalyse, elle ne s'intéresse pas au sujet, contrairement à ce qu'elle prétend. Elle s'intéresse à l'appareil psychique. Freud est un physiologiste au départ, donc il a construit toute sa métapsychologie comme sur un modèle purement médical. Et donc lui, il veut soigner la psyché de quelqu'un. Et le sujet ne se réduit pas à sa psyché. Il est social, il est corporel, il est génétique. Et donc le sujet, il doit inclure l'ensemble de ces déterminants-là. Raison pour laquelle on a en psychiatrie de l'enfant engagé d'autres personnes que des psys. Voilà, qui vont nous parler de l'enfant, tantôt par le corps, tantôt par la parole et les histoires, tantôt par toutes sortes d'actes techniques qu'il va réaliser chez des ergothérapeutes, tantôt raconter cet enfant par son petit côté social. Voilà, et là, il y a une richesse fabuleuse. Mais tout ça, c'est nouveau. La psychiatrie de l'enfant, ça a 40 ans de vie, même s'il y a eu quelques précurseurs, comme en Flandre, le docteur Matlar, comme à Bruxelles, le docteur Depchy, ou bien sûr Léon Cassirs, voilà, qui sont des précurseurs au moment où on ne parlait pas de psychiatrie de l'enfant. Et puis d'ailleurs, on ne parle toujours pas de psychiatrie de l'enfant. Elle n'est toujours pas reconnue en Belgique. Il n'y a que 2 pays où la psychiatrie de l'enfant n'est pas reconnue. En principe, notre ministre Mani de Glock avait promis qu'elle la reconnaîtrait avant son départ, mais le départ fut précipité, donc toujours pas reconnu. Il me semble que de plus en plus, quand on voit dans les centres de santé mentale, enfin le tout venant, je dirais en ambulatoire, que les demandes sont de plus en plus qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, il crie, il pleure pendant la nuit, il nous appelle mais on le réveille et puis il crie. Enfin, ce sont des terreurs nocturnes me semble-t-il, mais on n'est pas dans la pathologie mentale, on est dans des souffrances psychiques qui sont de plus en plus, me semble-t-il, accentuées. Je ne sais pas ce que tu en penses, la société n'est pas là très, très tendre avec nous, avec tout ce qu'on invente. Et tant mieux, il y a des choses intéressantes, mais qu'en penses-tu? Alors on peut répondre à cette question par plusieurs axes. On peut répondre au plus court. Notre société, elle a perdu ses instituteurs, ses notaires et ses curés. Et ces 3 personnes-là, dans les villages du passé, c'était les références pour toute une population, en tout cas rurale. Donc il avait bien les remplacer. Et donc je crois que c'est un petit peu les psys qui les ont remplacés. Voilà, ça c'est pour n'importe quelle question, pour finir. Une deuxième manière d'y répondre, elle serait plus politique. Nous sommes médecins. Tu es kiné, on travaille dans le secteur de la santé, on dépend d'un ministre de la Santé qui, lui ou elle, dit qu'on doit prendre en traitement que les maladies. C'est bien la médecine. Ce qui nous met, nous, en psychiatrie de l'enfant, très, très en difficulté, puisque, comme tu l'as dit, 84% des familles qui consultent pour un enfant au centre de guidance, donc au service santé mentale, consultent pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec la maladie proprement dite. Donc il n'y a pas de maladie d'enfant. Il y a un enfant, comme tu l'as dit, en souffrance, dans un milieu déterminé, par rapport à une tâche déterminée, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sportive, qu'elle soit un mal-être intérieur.
mais qui n'est pas une maladie. Alors c'est assez logique, l'enfant c'est un petit être en construction, et donc il peut parfois dériver d'une construction qu'on pourrait dire standard, hein, voilà, mais parce qu'il a d'autres intérêts. Donc on ne progresse pas dans la vie comme ça, on progresse avec des hauts et des bas, et donc les uns vont plus vite dans un secteur que d'autres. Et donc notre ministre, elle n'est pas d'accord qu'on s'occupe de ça. Elle voudrait bien que tous ces problèmes de mal-être dans la société soient pris par les psychologues et pas les médecins. Les médecins sont là pour la maladie. Alors l'intérêt, évidemment, c'est que les psychologues, on ne les paye pas. Enfin, l'État ne les paye pas. Donc c'est une... Voilà, c'est une économie gigantesque. Et donc, pour le ministère, il y a beaucoup trop de psychiatres d'enfants. C'est vrai que si on ne doit s'occuper que de 15% des enfants en difficulté, on est suffisamment nombreux. Une troisième manière de répondre à cette question, elle serait autour du langage. Donc, qu'est-ce qui fait que tous nos petits bouts d'aujourd'hui, tous, non, heureusement, mais en tout cas, une très grande proportion, on l'estime à peu près à 34% des enfants, c'est énorme. Pourquoi 34% de nos enfants aujourd'hui ont besoin d'aides extérieures, que ce soit pour l'école, que ce soit pour grandir. Alors je pense que poser cette question, ça va nous renvoyer au langage. Donc notre civilisation, je crois qu'on doit le dire comme ça, c'est pas qu'une question de culture, c'est plus profond que ça, ne s'intéresse pas, notre civilisation, elle s'intéresse pas à l'humain aujourd'hui. Elle s'intéresse à la vitesse, à l'économie, à la rentabilité, voilà, des trucs très, très, très pratiques. Et on sacrifie pour ça énormément de choses pour faire des petites têtes super bien remplies. Malheureusement, on n'a pas pris le temps de les faire bien. Alors, on peut accuser plein de choses, hein. On ne peut pas mettre en avant un point. Mais il y a des points qui expliquent ça. Alors, on pourrait parler de la civilisation de l'image. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour ce petit pour faire d'un mot, d'une parole, pour en faire un langage? Alors pour ça, il doit fermer les yeux. Pour bien lire, il faut fermer les yeux et se représenter, donc mettre dans sa tête des images qui correspondent à ce mot. La compréhension d'un mot ne suffit pas pour qu'un enfant bouge. Il faut qu'il le comprenne et puis il faut qu'il l'image. La preuve, c'est quand on ne comprend pas quelque chose, quand on discute avec quelqu'un, on dit bien « je ne vois pas ce que tu veux dire ». Tant qu'on ne voit pas, la parole reste morte. Et toutes les familles témoignent de ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui n'acquièrent plus suffisamment le langage? Donc ils sont en panne dans cette construction de représentation. Bon, un qu'on accuse, hein, c'est l'écran. Les écrans absolument partout, donnés à un âge où ce n'est pas bien de le donner. Donc c'est pas l'écran qu'on met en cause, c'est la manière dont on l'utilise. Cet écran donné très tôt, ah, quelle aubaine pour les enfants. On leur dit des mots, ah, et on nous donne l'image en même temps. Donc je ne dois même plus réfléchir, moi, à l'image. Et on nous donne une image standardisée pour tout le monde. Et beaucoup d'autres choses. Hein. Si on veut rester très actuel, ben aujourd'hui on nous dit oh, congé de paternité, il faut l'augmenter. Je pense qu'on se trompe. Hein. C'est pas le papa qui apprend au bébé à parler. C'est la mère, tant qu'elle veut bien être maman, évidemment. Hein. C'est elle qui va apprendre à parler. Donc si on doit augmenter un congé, c'est celui de la maman, pas celui du papa. C'est ça qui permettra que cette maman-mère s'occupe de cet enfant davantage, plutôt que de le planquer devant la télé parce qu'elle a du boulot à faire, ou sur des consoles. Donc aujourd'hui, à 8 ans, bon, ils ont leur téléphone. Hein. À 3 ans,
bah, ils ont déjà des consoles. Alors nos ministres sont très fiers parce qu'on a mis l'ordinateur dans les secondaires. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Mais on l'a mis aussi maintenant en primaire. Ça, c'est une mauvaise idée, parce que c'est là que se construit le langage. Mais maintenant, on va le mettre en maternelle. Comme ça, on est à la pointe. Ben, on est à la pointe de ce qui va déshumaniser encore un peu plus les enfants, puisque très très tôt, déjà l'image standardisée sera fournie par quelque chose d'extérieur, au lieu d'une représentation intérieure des choses. Voilà, maintenant il y a d'autres choses que les écrans. Donc il y a l'école, l'école maternelle, où on veut déjà... Attendez, il y a 10 ans, on les faisait faire de la préécriture en troisième gardienne. Enfin non, maternelle on dit maintenant. Elles n'ont plus rien de maternelle, mais maintenant on les appelle maternelles. Mais maintenant, on fait de la pré-écriture en deuxième maternelle. Et quand on voit les enfants ici à la consultation, ah, je peux dessiner? Ils voient du papier, des crayons. Oui, tu peux. Ok, on va voir 1, 2, A, B. C'est pas intéressant du tout, du tout. Je vois que tu m'inventes un dessin. Parce que le langage, c'est une création, c'est une invention, c'est du romanesque. On ne peut pas ouvrir la bouche, nous, en tant qu'humains, sans être dans le roman, donc dans une interprétation de ce qui se passe autour de nous. Alors qu'on apprenne aux enfants à dessiner, à inventer un dessin, même s'il ne ressemble pas à grand-chose, plutôt qu'à écrire des lettres et des chiffres qui ne veulent rien dire pour eux, de toute façon. Mais ils sont très très forts. Et on voit quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui, bourrés de diplômes, même universitaires. Je prétends qu'ils ne travailleront jamais. Parce que ce qu'il faut pour travailler aujourd'hui, c'est être dans une équipe. On ne travaille plus tout seul dans son petit coin. Et pour être dans une équipe, il faut être sociable. Et pour être sociable, il faut du langage. Et pour du langage, il faut des images. Ils n'ont pas des images. Ils ont des mots, mais des mots qui sont, on va dire, insensés. Parce que je crois que la médecine, elle pense, P-A-N. Tandis que la psychiatrie de l'enfant, elle devrait aider à penser, P-E-N. Voilà, c'est qu'une lettre qui change, mais ça change tout, en définitive. Alors, il n'y a pas que l'école dont on a parlé, il n'y a pas que les écrans. Si on veut garder encore un truc très contemporain, c'est notre société matriarcale qui monte et qui met à l'extérieur, qui a envie d'écarter un peu le masculin. Et alors, on voit bien plein de familles dites monoparentales. Alors, une famille dite monoparentale, ce sera beaucoup plus compliqué pour les enfants d'accéder au langage. À la parole, ils y arriveront, ils ont une bonne cervelle, tout le monde. Mais pour parler, pour être dans le langage, il faut se décoller de maman. Et le boulot des papas, c'est décoller les enfants de maman. Comme on dit, les mamans, elles mettent 25 ans à s'éloigner des enfants. Quand ça arrive, ça n'arrive plus toujours. Tandis que nous, les papas, on met 25 ans à les trouver, les enfants. Il faut qu'ils jouent au foot, il faut qu'ils se tiennent debout, etc. Or, aujourd'hui, la fonction paternelle, elle est gommée, et de plus en plus gommée. Un papa n'est bien que s'il remplit une fonction maternelle. Alors, ce sera un beau papa, parce qu'il s'est langé, biberonné, enfin ça. On a su faire toute notre vie, on n'est pas plus bête que les mamans pour ça. Mais on se trompe. Les papas, ils ont à jouer au papa, pas à la maman. Enfin, ça me rappelle une conférence sur la fonction paternelle où la sage-femme vient me dire « Oh, c'était très bien votre exposé, mais si vous voyez les papas à l'accouchement, combien ils sont gentils. » Bon, oui, c'est vrai, ils sont gentils. Notre boulot, c'est de vous soutenir, vous, les mamans. Mais notre boulot, il n'est pas de jouer à la maman. Voilà. Si on continue à jouer à la maman, qui va remplir la fonction paternelle? Donc cette fonction très lente de séparation qui permet à ce petit bébé, puis à ce petit enfant, puis à cet enfant, d'acquérir voilà, une pensée qui lui soit propre. Voilà, il y a encore plein d'autres facteurs qu'on peut déterminer là. Si tu veux qu'on parle des médicaments, on peut. Je donne toujours une petite image qui est facile. Un carnet de prescription de médicaments, ça doit faire 50 feuillets. Avant, il y a 50 ans,
j'employais un carnet tous les 2 mois ou 3 mois. Maintenant, j'emploie un carnet toutes les semaines. Voilà. Donc, Et pour qui? Pour Pardon? l'enfant? Pour qui? Pour l'enfant ou pour les parents? Non, non, moi je travaille avec les enfants à ce niveau-là. Mais la question est pertinente. Parfois, c'est aux parents qu'on pourrait la donner. Mais on prescrit infiniment plus aujourd'hui que dans le passé, pour toute une série de raisons qui sont de nouveau liées à l'évolution de la société. Hein. Évolution, je ne veux pas que tu l'entendes comme démoralisante ou pessimiste. Hein. Une civilisation ne se laisse pas couper la tête comme ça. Et donc on est aussi occupé à créer toutes sortes d'institutions et de modèles pour aider les humains à se revivre comme humains. Donc c'est pas du tout pessimiste quand je parle comme ça. Je parle comme ça juste pour pointer quelques petits sujets auxquels on devrait réfléchir un peu. Alors pourquoi plus de médicaments aujourd'hui? Parce que la médecine, comme toujours, comme toute autre chose, elle a ses modes. Voilà. Alors en 1950, on était dans l'antipsychiatrie. Donc il n'y a pas de fous, il n'y a que la société qui fabrique des fous. Et donc c'est la société qui est folle. Ouais. Et puis après, dans les années 60-70, c'était que la psychanalyse, on réduisait l'enfant à ça. Et maintenant, on revient à un modèle purement somatique et même génétique. Hein, si nous sommes là à 2, c'est parce que c'est inscrit dans nos gènes et pas parce que nous l'avons décidé comme ça. Alors c'est très déresponsabilisant, ce qui revient à répondre à une question que tu posais tantôt, des assistés. Oui, je crois qu'on est des assistés, même nous, les psys. Quand l'État met un décret, qu'est-ce qu'on voit? Les gens courent et on va demander... Monsieur ou Madame le ministre, qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça? C'est pas marqué dans votre décret. Et ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Si c'est pas marqué dans le décret, c'est qu'on peut l'inventer. On va s'appuyer sur ce qui est écrit pour développer ce que nous pensons qui est bien en référence à notre profession à nous. Voilà. Comme me disait un ministre il y a longtemps, c'était Mignot, un prof, eh ben, lui disait, écoutez docteur, moi, je suis un politicien, je vous dis, voilà par où je voudrais qu'on aille. Comment il faut y aller? Ça, c'est à vous de le créer. Ça, je trouve que c'est magnifiquement décrit, la fonction des uns et la fonction des autres. Alors, les médicaments, ben, on prescrit plus parce qu'il faut aller vite, parce qu'on est de nouveau dans un modèle somatique et génétique, parce que les gens reviennent davantage nous voir pour une réponse immédiate, qui fasse effet le plus vite possible. En plus, les 2 parents travaillent, donc il y a beaucoup moins de disponibilité pour les parents qu'avant. En plus, demander une demi-journée de congé à l'employeur pour venir avec un enfant, c'est terriblement risqué, parce que tout le monde a peur pour son boulot. Et dans cette course effrénée, ben, on essaye d'aider les gens par une molécule qui tantôt marche, tantôt ne marche pas, mais dont l'effet sera au moins toujours placebo. Et là, on l'aura presque toujours. Malheureusement, l'effet placebo, il n'a qu'un temps. Mais on prescrit beaucoup plus. Oui, malheureusement, ouais. Ils ne font que ça. C'est dommage. On me demande parfois pourquoi je continue à travailler en psychiatrie infantile à 78 ans. Voilà, pourquoi. Alors, c'est une réponse à ta question sur l'administration, le courrier, et ces machins. Hein. Ça n'a pas l'air, mais c'est ça. Alors, je continue à travailler là-dedans parce que c'est un sujet extraordinaire, hein, la psychiatrie de l'enfant. On touche à tout. On touche à l'éducation, on touche à la politique, on touche à la vie affective, on touche à la justice, on touche à l'urbanisme, la manière dont on conçoit les maisons. Donc c'est d'une richesse fabuleuse qui permet qu'on continue à dire que si on devient psychiatre, c'est pour se soigner soi-même, plus que pour soigner les autres. Ça a été écrit depuis toujours. En tout cas, je peux affirmer que travailler en psychiatrie de l'enfant, côté santé mentale, c'est une richesse humaine qui est fabuleuse pour les uns comme pour les autres. Les ados demandent parfois « Et pourquoi vous continuez à avoir des ados ?» Ben, c'est parce que vous m'apprenez la vie. Voilà, voilà c'est magnifique. Hein, on est là dans une réciprocité parfaite.
Et donc ça conduit à ce que tu dis des écrits. Fatalement que si on travaille avec la justice, si on travaille avec l'enseignant, si on travaille avec le politique, si on travaille avec le social et l'éducatif, eh bien, il faudra témoigner de ça. Et on ne pourra en témoigner que par un écrit où on va essayer d'exprimer ce qu'on pense, si on est certain que celui à celle ou celle à qui on envoie ce courrier va garder son jugement propre et ne va pas s'aplatir devant les idées qu'on va dire. Hein. Si on travaille en justice, on va donner un avis, mais si on sait que c'est un juge qui va dire « faites comme ça a été dit », on va être beaucoup plus prudent que si c'est un juge qui reste un juge, avec ses outils de juge, qui ne sont pas les outils de la psychiatrie, qui ne sont pas les soucis de l'éducation, qui ne sont pas les outils de la pédagogie, enfin voilà. Et donc ça, c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'on voudrait tous, la société voudrait qu'on pense tous la même chose. Comme ça, c'est plus facile. On a appelé ça, il y a une vingtaine d'années, la clinique de la concertation. C'est pour dire combien c'est vachement important. Hein. Il faut tous se concerter. Ça donne lieu au réseau d'aujourd'hui. Hein, les réseaux qui doivent se construire pour qu'on pense tous pareil. Alors la médecine, elle doit être concertante. C'est-à-dire qu'autour de la table d'opération, tout le monde doit accord sur ce qu'on fait, hein, sinon c'est dramatique. Mais la psychiatrie de l'enfant, elle doit être déconcertante. Voilà, il faut qu'un enfant puisse venir ici sans aucune étiquette. Je ne viens pas parce que je suis psychotique ou schizophrène ou que j'ai des tics, des tocs et tout ce qu'on peut. Je viens ici parce que je suis sujet. Et qu'il puisse devant nous se raconter comme il en a envie. Donc nous, si on reçoit du courrier de l'hôpital ou de confrères médecins, on le pose et on dit « je lirai ça après quand tu auras pu te raconter devant moi et qu'on pourra se faire une idée nous-mêmes ». Donc on est là dans toutes sortes de positions qui sont très différentes des positions médicales. On n'en a pas parlé, hein, mais on pourrait parler de ça très très longtemps. Alors ce courrier, effectivement, va faire appel au secret professionnel. Hein, puisque maintenant il y a le droit des patients d'aller lire, d'aller consulter leur propre dossier. Donc voilà, on a créé là toute une éthique autour de à quoi le patient ou sa famille ou son médecin, qu'est-ce qu'ils peuvent venir lire dans le dossier et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas lire et qui fait partie du secret professionnel. Voilà, il y a toute une série de règles là-dessus que je ne vais pas donner maintenant, mais c'est vrai que ça complique beaucoup la question des écrits. Depuis quand même 1970, il y a eu pas mal de changements. Une évolution... je ne dirais pas excellente, mais enfin une fameuse évolution. Heureusement, on a remarqué beaucoup de créations de structures, hein, d'aides sociales, d'aides thérapeutiques, d'aides juridiques, d'aides de plein d'aides, enfin, dans tous les sens. Mais les parents, je les trouve quand même très en peine et un peu paumés par rapport à leurs enfants. Que faire? On vient demander beaucoup de conseils. J'ai l'impression qu'on n'est plus pas coach, parce que c'est pas un mot que j'apprécie vraiment en tant que tel, mais beaucoup de conseils. On sent bien la violence augmenter de plus en plus. On passe à l'acte. Quand on parlait du corps, on parlait aussi de la pensée. Il y a comme quelque chose de particulier. Il y a cette violence qui est quand même beaucoup plus physique qu'auparavant. On le voit avec les petits-enfants. Perte de repères, harcèlement, de plus en plus fréquent. Que penses-tu de ça? C'est une grosse question, hein, tu peux faire relativement court. Donc, deux petites réflexions là-dessus. Quand tu parles de l'évolution, l'évolution, elle ne peut être que mauvaise et bonne. Enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas une pièce de monnaie à une seule face. Il y a toujours Dieu et le diable, le bon et le mauvais, le noir et le blanc, et aucun mot n'a de sens s'il n'a pas son contraire. Donc si on dit la société évolue comme ci, comme ça, la violence, ok, mais elle va trouver les parades qu'il faut. Mais il faut le temps pour les construire. Alors je crois que devant la violence, on est tous un peu paumés,
pour savoir comment réagir. On le voit tous les jours dans les infos, contre les autorités académiques, contre les écoles, contre la police, dans les familles. Ben, tu l'as dit, le harcèlement à l'école. Alors, ce qui est très compliqué, la première chose qui est très compliquée, c'est que qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils parlent de violence? Donc, pour nous, la violence n'est pas l'agressivité. Hein, l'agressivité, c'est une chose. La violence, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, hein, on met tout dans le même paquet. On parle même de violence verbale. Alors qu'en soi, c'est contradictoire. Si c'est le verbe, si c'est la parole, ça n'est pas de la violence, c'est de l'agressivité. Si c'est le corps qui est en marche, comme tu l'as dit, alors on parle de violence. Donc je crois qu'en même temps, on exagère énormément cette question de la violence. Ceci dit, c'est vrai qu'on est de plus en plus violent, et voilà, je pense que c'est tout à fait logique, puisqu'une société qui ne peut plus se raconter au travers du langage, qui ne peut plus s'inscrire dans le romanesque, qui ne peut plus s'inventer tous les jours, puisqu'il n'y a pas de langage, il n'y a plus que de la parole, eh bien, elle va devoir recourir à d'autres canaux pour continuer à se structurer. Alors, les autres canaux, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si je ne peux pas dire merde à quelqu'un, voilà, parce que ce serait de la violence. Hein, alors, je vais devoir trouver un autre moyen d'exprimer les choses. Et un autre moyen, par exemple, c'est le coup de poing. Donc, c'est la violence. Oh, il y a d'autres moyens. Tu en as parlé aussi. C'est, je vais retourner ça sur moi et je vais devenir malade. Ou je vais commencer à exciter mon corps. Nouvelle pathologie. Hein, elle est très ancienne. Mais avant, on voyait un petit excité par an. Maintenant, on voit 2 petits excités par semaine. Alors, voilà. Tout ça, est-ce que c'est de la maladie? La médecine essaye d'en faire de la maladie, mais je pense que ce sont des créations de la société, ces choses-là. Et donc, tant qu'on ne va pas réinstaurer à la fois la confiance des parents dans ce qu'ils font, à la fois une école qui va s'intéresser à l'humain, à la maternelle, voilà, qu'on ne va pas réglementer l'usage des écrans, eh bien, on va obliger les petits à s'exprimer par d'autres canaux. Et donc, quand je vais dans les écoles très souvent, je fais l'apologie des gros mots. Voilà. Parce qu'au moins, avec les gros mots, on peut dire qu'on n'est pas d'accord du tout sur quelque chose. Puisqu'on ne peut pas le faire avec des coups et que je ne peux pas en parler. On le voit d'ailleurs bien, quand les enfants arrivent ici, ils voient la petite maison qui est derrière moi. Hop, ils plongent dessus et ils rangent. On met tout à sa place, des belles chants. Voilà. Et puis, il arrête et je dis, mais on fait quoi? C'est fini. Ah non, c'est pas fini. Si on a rangé le jouet, c'est pour créer un jeu. Mais non, le jeu, les enfants ne sont plus accessibles au jeu. Si on demande aux parents, le jeu c'est du langage, hein, c'est ça que je veux bien dire. Si on demande à parents à quoi jouent vos enfants, vous savez, ils sortent, ils jouent au foot, ils grimpent aux arbres, ils roulent à vélo. Non, attendez, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est prendre un morceau de bois et puis en faire ou un cure-dent, ou une épée, ou une kalachnikov, ou une canne. C'est ça le jeu. C'est du côté du roman à créer, de l'histoire, du langage. Voilà. Quand les enfants viennent ici, ils regardent les petits soldats, les Legos, les marionnettes, tout ce qui se trouve ici. Et il dit, mais t'as pas de jeu? Je dis, non, il n'y a pas de jeu, j'ai des jouets, mais j'ai pas de jeu. Fatalement, le jeu, c'est un truc qui se construit. Le jouet, c'est l'objet. Je dis, mais il y a tout ça, mais t'as pas d'écran. Ah, je dis, non, j'ai pas d'écran. L'écran, je vais aller chercher dans ta tête. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait tous les changements dont tu parles. C'est vraiment intéressant parce que franchement, c'est ça. Hein. Et alors, on va jouer? C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça, c'est de plus en plus comme ça, hein, l'imaginaire. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange, mais je voudrais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux nouvelles générations,
Enfin, ça peut durer aussi des heures, hein. Mais un conseil ou deux. Ouf, ça va être très clair. Ça. Ah ben c'est parfait. Je vais dire aux parents, ne faites pas confiance aux bouquins qui vous disent ce que vous devez faire. Il y en a des générations. Internet. Faites confiance à ce que vous ressentez. Alors c'est très simple, c'est très compliqué. Parce que pour ça, il faut retourner ses yeux pour aller voir ce que je ressens. Mais si on retourne là, on peut faire une immense confiance à une toute grande majorité de parents. Et d'enfants aussi d'ailleurs, hein, parce qu'eux, ils ont un nez beaucoup plus fin que le nôtre, évidemment. Eh bien, on a fait quand même le tour, hein. André, merci beaucoup pour cette rencontre et bonne continuation. Eh bien, merci à toi Vraiment. pour toutes ces questions Merci. pertinentes.